Merci pour votre présence. En fait, ce matin, j'ai souhaité donner suite à la demande de certains d'entre vous qui m'ont reproché de ne pas vous donner souvent l'occasion de m'entendre sur les sujets d'actualité, aussi bien national qu'international. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de me soumettre à ce devoir, et pourtant c'est bien nécessaire. Bon, ce matin, on va corriger un petit peu cela. Donc je serai à votre disposition le temps qui vous plaira de me donner sur tous les sujets d'intérêt pour vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe au plan national? D'abord, Monsieur Plavin, je suis à vous. Nous inviter à cette conférence de presse. Ma première question, je voulais savoir si la normalisation que vous avez souhaitée avec les autorités du Niger est en marche. Est-ce que vous avez eu des contacts directs? Est-ce que l'une des mesures symboliques ou majeures n'est pas d'ouvrir les frontières en dehors des sanctions économiques? Deuxième question, la proposition de loi du député Hassan Seibou a relancé une forte suspicion sur votre engagement de partir en 2026. Est-ce que vous partez vraiment en 2026? Enfin, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nos confrères de la Gazette du Golfe, dont le média est fermé depuis quelques semaines? Merci beaucoup. C'est vrai, j'ai pu noter avec vous que depuis un moment, bien avant que le député Baird ne soumette sa proposition de loi constitutionnelle, j'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat.
était passé pour être acquis. Puis, la fin s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Président, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de parce que moi j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estire, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Ce n'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Et cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, pour dire non, le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international, nous avons tourné cette page-là. Le Bénin est un autre pays, le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. Et pour revenir un peu sur la question, parce qu'elle intéresse les Béninois et presque nous tous sur le bien fondé de la modification du dispositif électoral. La Cour a demandé de faire une correction au code pour réparer une illégalité qui s'est introduite vraiment par erreur. Nous avons utilisé 2 types de calendrier, des dates précises et un calendrier électoral dans la Constitution pour rythmer les élections. Et dans le code électoral, les dates intermédiaires pour les documents à fournir et consorts ont été indiquées en nombre de jours calendaires. Cela a généré qu'en 2026, l'esprit de la Constitution a été donc pris à défaut par ces 2 différents modes de fixation des dates électorales. Et donc pour corriger cela, c'est très simple, il suffisait de modifier le nombre de jours séparant la date du scrutin de la date de dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Mais avant de faire cette correction, il fallait répondre à une question. Est-ce que pour les élections présidentielles à venir, ce sont
les députés et les maires actuels qui doivent délivrer les parrainages, ou plutôt les députés et les maires qui seront élus à la prochaine élection générale, qui vont parrainer les candidats à l'élection donc à venir. D'autant que les élections législatives et communales auront lieu en 2026, avant l'élection présidentielle. Je crois que les élections législatives, les élections générales auront lieu le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026. L'élection présidentielle aura lieu, le premier tour, le 12 avril 2026. Et les candidats à l'élection présidentielle devront déposer leur dossier au plus tard, je crois, le 5 février. Je vais me répéter. Élection présidentielle le 12 avril 2026, dépôt des candidatures le 5 février 2026. Or, 2 mois avant, ou 1 mois avant, en janvier, le 11 janvier, il y aurait déjà eu l'élection au Bénin pour élire les nouveaux maires, les nouveaux conseillers communaux et les nouveaux députés. Alors, la compréhension normale, qui était d'ailleurs l'esprit de la Constitution modifiée, c'est que ce sont les députés, les conseillers communaux, les maires qui seront élus en janvier. C'est eux qui devront parrainer les nouveaux candidats aux élections présidentielles. Puisqu'ils sont élus déjà 1 mois avant, ils vont délivrer les parrainages juste dans la foulée aux candidats pour les élections d'avril 2026. Mais comme je viens de vous dire, en utilisant 2 types de calendriers différents, il y a eu un chevauchement sur quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, je crois, chevauchement. Un chevauchement qui n'a pas été perçu en 2019 et que des citoyens ont perçu, ont saisi la Cour constitutionnelle qui a dit, c'est vrai, c'est pertinent, il y a 4-5 jours qui posent un problème. La Cour constitutionnelle a invité les parlementaires à faire cette correction technique. Pour la faire, comme je viens de vous dire, il faut bien dire attention. Est-ce qu'il faut faire la correction de sorte à ce que ce ne soit plus les nouveaux députés, les maires qui seront élus, qui parrainent, tel que c'était prévu, ou bien que ce soit les anciens qui ont été en mandat législatif ou communal jusqu'en janvier, que ce soit eux qui parrainent. Théoriquement, la question ne se pose pas. Vous savez tous très bien qu'en politique, ce qui est évident pour le peuple n'est pas acquis pour les acteurs politiques. Et moi, je sais très bien que ce soit parmi les élus partisans qui sont de ma majorité actuelle, ou que ce soit les élus de l'opposition, je sais très bien, ça m'est revenu, que les acteurs politiques souhaitent, presque tous, que ce soit ceux qui sont en exercice, qui parrainent. En matière politique, il ne faut pas que ça étonne. Vous savez que les acteurs politiques ont une mission d'intérêt national, mais ils ont des ambitions individuelles. L'ambition politique est personnelle, même si c'est pour servir une cause nationale. Donc, au petit défaut technique, on remet en cause le consensus qu'il y avait en 2019. Et aujourd'hui, il faut répondre à la question pour pouvoir faire la correction. Parce que si les députés au Parlement ne corrigent pas dans le sens attendu, c'est-à-dire corriger ce que la Cour a demandé, mais préserver le fait que ce sera les nouveaux députés élus en janvier 2026 et les nouveaux maires qui seront élus en janvier 2026, ce sera ceux-là seulement qui devraient parrainer les candidats d'avril 2026. S'ils font la correction ainsi, c'est parfait. Mais comme il semble bien que dans leur ensemble, presque tous, sauf quelques-uns, ils souhaitent corriger, parce que la correction est possible dans les 2 sens. Ils souhaitent corriger de sorte que ce soit eux qui parrainent. Même si en février, en avril, leur mandat aurait pris fin et que
ceux qui seraient candidats à leur propre élection, certains seraient réélus et d'autres ne le seraient plus. Il n'y a aucun pays au monde, vous savez, au Bénin, on ne peut pas espérer penser que tous les députés actuels seront réélus en janvier 2026. Ou que tous les maires, les conseillers communaux, les maires d'aujourd'hui seront réélus en 2026. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire en sorte que, après l'élection 2026, de janvier, les concernant, même ceux qui auraient déjà perdu leur mandat politique, ceux pour qui on n'aurait pas voté, que ceux-là parrainent encore les candidats aux élections présidentielles de 2 mois après. Et j'ai dit, si on fait ça, ce n'est pas bien. Ce serait contraire à l'esprit de la Constitution, ce serait même contraire à la volonté du peuple qui a retiré son mandat politique à un député ou à un maire et qui donc ne peut pas entendre le voir continuer d'être dans le processus pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et j'ai dit aux députés, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste ou des démocrates, quand je les ai reçus, dans un débat technique, je leur ai dit attention. Vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement, et que vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si l'élection présidentielle a lieu après l'élection législative, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis partant. Et c'est vous que la Cour a prié de modifier techniquement l'erreur matérielle. Je vous en prie, si vous voulez parrainer, moi ça ne me gêne pas. Je ne veux pas aller contre. Parce que je sais qu'en politique, à un moment donné, les intérêts des acteurs comptent. Mais en ce moment, il faudrait alors que l'élection présidentielle ait lieu avant l'élection législative et communale. En effet, si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où il serait en train de parrainer, il n'aurait pas encore été jugé par le peuple, il n'aurait pas encore subi le choix du peuple, il n'y aura pas encore eu l'élection législative. Donc ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer les candidats. L'élection présidentielle ayant lieu un mois, c'est-à-dire en janvier ou en décembre ou en novembre ou même avant. Ils ont leur plein mandat, l'élection n'a pas encore eu lieu, ils conservent la légitimité politique que le peuple leur a donnée. Ils peuvent en ce moment parrainer légitimement. Vous avez le choix. Moi, j'ai dit, si vous voulez que je parte même 2 ou 3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas m'opposer à ça. Parce que finir mon mandat 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, ce que je n'ai pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que je vais le faire. Donc moi, j'ai dit, ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement... Mais si vous ne le faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parrainer les présidents, les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. C'est tout. Moi, j'ai entendu partout, sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre, si les gens me suivent, qu'on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version de calendrier électoral. Et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. Et j'ai dit aux démocrates à qui j'ai dit, mais écoutez, pour modifier la Constitution, pour enlever cette phrase, il faut que vous votiez pour. Vous avez le nombre qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. Supposons que 100% des BR
100% de l'UPR, qu'ils veuillent modifier, enlever cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Soyez conséquents. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. On le fera en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc ne touchez plus à la Constitution. Rien, ne corrigeons rien du tout. Mais, dans ces conditions, si on laisse le calendrier électoral tel quel, veuillez alors faire la correction telle que tout le monde l'entend pour que l'élection présidentielle qui aura lieu en avril soit parrainée par les nouveaux maires, les nouveaux députés. Ceux d'entre vous qui seraient réélus, ils vont parrainer. Ceux d'entre vous qui ne seraient pas réélus, ce ne sera pas le cas. On me dit non, oui, mais au moment où on va parrainer, les députés, les maires, tous n'auraient pas encore passé service. Certes, l'élection a eu lieu, certains ne sont plus députés, certains ne sont plus maires, mais tant qu'ils n'ont pas passé service, ils peuvent continuer d'assumer la fonction politique. Je dis, mais c'est vrai, mais ce n'est pas sain, ce n'est pas éthique. Vous êtes député, vous avez perdu votre mandat de député. Le nouveau n'est pas encore installé, c'est vrai, mais désormais, ce nouveau, c'est lui que le peuple a désigné pour aller au Parlement, pour poser les actes politiques au titre des parlementaires. Même s'il n'a pas encore pris fonction, à cet instant-là où il a déjà été élu, proclamé, c'est à lui d'accomplir cette tâche politique que le peuple lui a confiée. Donc, au plan éthique, ce n'est pas convenable qu'un député élu qui a remplacé un autre, un maire élu qui a remplacé un autre, ne soit pas en mesure de poser l'acte que la Constitution lui a prescrit juste parce qu'il y a quelque chose de 1 ou 2 ou 3 jours que maintenant on veuille modifier les dates de fourniture des documents de sorte que ce soit les anciens qui continuent de jouer le rôle que le peuple aura donné aux nouveaux élus en 2026. Moi, je suis dans un environnement où parfois je suis un peu frustré par la timidité des médias. Dans d'autres pays, c'est vous qui devez mettre le doigt pendant un débat sur ce qui ne va pas, ce qui est contraire à l'intérêt général, ce qui est contraire à votre opinion. Chacun d'entre vous, vous êtes des électeurs. Et vous trouvez que ce serait normal que, ayant retiré la confiance à un député ou à un maire, il continue de parler en votre nom pour des actes politiques pour les temps qui arrivent. Et je ne vois pas du tout le débat se faire. J'entends les coqs chanter, le cocorico à leur façon et consorts, et vous enfourchez même ce qu'ils disent, vous répétez ça. Vous dites oui, mais alors que vous devez susciter le débat, vous qui devez éclairer l'opinion, le peuple sur ces genres de débats. Moi, je me réjouis que vous me posiez cette question ce matin pour vous dire, mais est-ce que cette question-là, ça concerne Patrice Talon ou bien ça concerne ceux qui font le débat? Mais j'ai été trop long là sur la question. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi, je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux maires qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, devant vous, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils s'entendent, UP, BR, démocrates, pour modifier le code électoral par consensus, ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi je vais m'incliner, je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocratique, je suis un démocrate, si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas deuxième lecture pour quoi que ce soit, je vais promulguer.
Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Surtout que ça n'a pas d'intérêt. On notait, M. Ablogan, que, je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution. Pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis, maintenant, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Donc, à la limite, ne pas réviser. C'est moi mon choix de ne pas toucher la Constitution. 2, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. C'est mon souhait. Mais je ne suis pas, moi, parti dans le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contraire à ma vision et à ma conscience et à mon éthique, si ça se fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause, je suis un démocrate, je m'inclinerai. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne votre première question. Maintenant, vous voulez que ce soit la question sur le Niger qui vienne après ou la question de votre confrère Niger? Vous savez, c'est une question qui, aussi bien contre le Niger, le Burkina que le Mali, c'est une question qui, moi, personnellement, me peine de plus en plus. Nous sommes dans une communauté, la plus petite dans cette région, c'est l'UMOA. Au-delà, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine. Et puis, nous sommes tous dans les Nations unies. Et la mission dévolue à ces regroupements de pays, à ces communautés, c'est de veiller à ce qu'il y ait la paix, la liberté, le développement, la démocratie pour les habitants de cette planète, pour le monde. Et les institutions internationales, régionales, se sont données comme mission de veiller au développement matériel, moral, psychologique, physique des gens, mais de veiller également à leur bien-être relatif à la démocratie et aux libertés. Pareil aux Nations Unies, pareil à l'Union africaine, à CEDEAO ou à l'UMOA. Donc c'est cette mission que nos diverses institutions ont. Développement, mais dans tous les sens, y compris liberté et démocratie. Et par période, les communautés conviennent de ce qui est acceptable en termes de démocratie, en termes de modèle politique ou en termes de liberté, des droits de l'homme. Il a été dit dans toutes les institutions, notamment dans ceux d'AO et l'UMOA, que le mode de changement de régime politique, d'acteurs politiques, ce n'est pas le peuple, c'est le peuple qui choisit. Et toutes les fois qu'il y a forcing, soit par les armes, soit par des moyens non armés, mais aussi détestables que les moyens armés, ce que nous appelons les forcing constitutionnels ou institutionnels, que les communautés donc disent non, ce n'est pas conforme à ce que nous avons tous convenu de faire ensemble, de protéger, de défendre. Et on appelle les gens à l'ordre et à besoin, on met des sanctions pour les contraindre à ne pas persister. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, Guinée, au Niger. Il y a eu des coups d'État. Dans chacun de ces pays, le coup d'État est interdit. À plus de raison, au niveau de la communauté internationale. Dans chacun de ces 4 pays, le coup d'État est interdit. Mieux, vous avez dû voir que les autorités maliennes actuelles, qui sont arrivées par un coup d'État, ont mis en place une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution prescrit aussi que le coup d'État est interdit. Et que d'ailleurs, les actes du genre sont imprescriptibles. Que même 50 ans, 100 ans après, on peut poursuivre quelqu'un qui aura fait un coup d'État. Ça veut dire que même ils savent que ce n'est pas bon, le coup d'État. Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas convenables, ne sont pas acceptables, mais qui arrivent. Parfois, ça peut être fondé.
parfois, ce n'est pas fondé du tout. Alors, c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, puis une 4e fois au Niger. Et la CEDEAO qui dit, même si les coups d'État sont arrivés 1, 2 fois, 3 fois, bon, on parle avec les gens, on dit ne faites plus ça, on vous donne un délai pour partir, et puis on essaie de jouer, la CEDEAO essaie de jouer son rôle, notamment la conférence des chefs d'État essaie de jouer son rôle pour montrer que si ça se fait, c'est pas bien, mais il ne faut pas que ça continue, pour que ça ne devienne pas l'exercice de tout le monde, que ça ne contamine pas les autres pays. Un 4e coup d'État de la CEDEAO, sinon un 5e, parce qu'il y en a eu 2 fois ou 3 fois dans certains pays. Et nous disons, ah non, 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 si ça continue, après, ça se passera au Bénin, ça se passera au Togo, ça se passera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Parce qu'on voit que quand ça se fait, personne ne réagit, personne ne désapprouve, alors personne ne sanctionne. On dit, cette fois-ci, c'est trop. Les sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire, ils vont revenir à l'ordre. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire, il n'y a pas longtemps, que le moment est arrivé pour faire le point, savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Quand ce n'est pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts, ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois être à côté de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain quelque chose se passe au Bénin, si demain quelque chose se passe au Togo, ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien. Donc, nous sommes dans notre rôle en disant ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les choses ne se passent pas comme il souhaite, et dit bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. On dit le moment est arrivé où nous devons dire bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous les annonces que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien, on ne sait pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr.
Mais ça cause plus de préjudice au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté, le mois de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission, de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas, que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai présenté, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà
du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver l'UMOA des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui nous demandent qu'à vivre ensemble et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. C'est ça ma position. Et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent. Et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. Et je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO ou l'UMOA, cette fois-ci, doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut le condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, 2 fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné, du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, nos peuples, pour dire, mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord. Mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions. Contre la plupart. J'ai fait quoi? J'ai dit, dans mon rôle, je dis non, vous n'êtes pas d'accord, certes. Mais pour l'intérêt de nos peuples, l'intérêt des peuples nigériens, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'être allé jusque-là. Quand ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, les problèmes de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté? Peut-être que nous devons finir par en arriver là. Si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, remise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO ou l'UMOA ne doivent pas se prononcer là-dessus. Peut-être. Donc moi j'aimerais bien que, si je pouvais faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider
au niveau de ces institutions, au niveau de ces communautés, pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prérogatives des institutions ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui causent ces problèmes-là et qui sont décriés à un moment donné. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui êtes dans la masse, qui relayez les opinions des uns des autres, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, aux prochaines réunions de la CEDEAO de l'UEMOA, on dise, que je dise, que le Bénin dise, il faut enlever de nos missions le fait d'être garant de la démocratie. Le fait que la CEDEAO doit être garante des libertés et des droits fondamentaux. Moi, c'est à cela que je voudrais que mon peuple m'éclaire, que la classe politique m'éclaire pour savoir quelle position je dois défendre prochainement dans les réunions. Mais si on dit non, il faut qu'on continue d'être garant, mais être garant, c'est veiller à ce que ça ne se passe pas. Que si ça se passe, il faut sanctionner, il faut contraindre à revenir à l'essentiel, ça veut dire être garant. Alors si quelqu'un veut me conseiller dans la salle, je veux bien. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tumultes dans la sous-région et est-ce qu'il ne faut pas refonder les instances sous-régionales et pour aller, parce que même l'intégration n'a pas abouti, ne serait-ce que par voie terrestre aujourd'hui, un Béninois qui va au Togo, au Ghana, est obligé d'accomplir des formalités qui, en principe, il ne devrait pas accomplir. Est-ce qu'il n'y a pas, vous êtes encore en mission, vous êtes réformateur, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'aller à la refonte, à refonder, impulser une refonte au sein de la communauté? Et puisque j'ai le micro, je voudrais... Vous allez continuer. La question elle est très importante. Je pensais à quelque chose quand vous parliez, je voudrais bien que vous veuillez que je vous donne ma position là-dessus. Nous avons un idéal, l'intégration des peuples, sur tous les plans, économique, social, monétaire, tout ça. L'intégration la plus aboutie, après on saute les frontières, tout ça, et puis libre circulation des personnes et des biens. C'est notre idéal qui a été fixé. Mais au départ, l'ayant fixé, on savait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le savait très bien. Quand la CEDEAO a été créée, personne n'avait l'illusion que dès la signature, dès la ratification par les pays, que le lendemain, l'intégration allait atteindre sa forme maximum. On le savait très bien. Le temps est passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans derrière nous. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas satisfaisant. On n'est pas allé très loin par rapport à ce qu'on aurait pu faire en tant d'années, en tant de décennies. C'est ça le constat. C'est que le temps qui est passé est long, nous n'avons pas fait grand-chose. On a fait de petites choses quand même. L'UEMOA est la communauté financière et économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certaines sorties sont revenues. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On va dire qu'on n'a pas fait assez. L'Union européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui... Même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça, que on ne peut pas dire que c'est un échec, que la volonté d'être en communauté économique est un échec parce qu'on n'a pas fait de grands pas. Mais est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas avancé autant qu'on aurait pu, est-ce que pour autant, il faut se retirer? Il faut casser ça. Est-ce que l'idéal ne vaut toujours pas? Pour moi, l'idéal vaut toujours. C'est parce que les responsables que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas réformé, que peut-être ceux qui vont nous remplacer ne le feraient pas. Il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui
à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que leurs aînés ont construit, sachant que chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Donc, il n'est pas question de casser il n'est même pas question de remettre en cause l'idéal qui est noble et qui se justifie. L'idéal se justifie. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller le plus loin possible. Et c'est ce que je disais même à celui que j'ai appelé au sein du chef d'État dont je vais parler. Je lui ai dit, nous sommes de passage. Mais les peuples sont éternels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la CEDEAO d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. Parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinubu ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Faure ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde sera parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. Ce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas à casser le Bénin parce que je n'ai pas réussi. Je vais partir, celui qui viendra après va mieux faire que moi pour aller plus loin que par rapport aux attentes des populations. C'est l'humilité qui est demandée aux dirigeants que nous sommes, que nos insuccès, nos souffrances, nos frustrations du jour ne remettent pas en cause l'essentiel qui est les intérêts du peuple. Il faut que nous soyons patients et qu'on fasse confiance aux générations à venir pour faire mieux, pour réparer, pour construire davantage ce qui est de notre mission et que nous n'avons pas réussi à faire. Donc c'est pour dire qu'il y a peut-être lieu de revoir le contenu des prérogatives des organes. Je fais la nuance. Les prérogatives des organes de ces institutions-là. La conférence des chefs d'État, est-ce qu'elle devrait, à l'avenir, tout en maintenant l'idéal de la CEDEAO, est-ce que la conférence des chefs d'État doit aller jusqu'à sanctionner un régime qui serait arrivé par les moyens non convenus? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner? Est-ce que la conférence, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA doit aller jusqu'à faire telle chose? Donc, nous pouvons voir quels sont les amendements qu'il faut apporter, peut-être pour ces temps-ci, quitte à ce que les générations à venir, peut-être les réintroduisent. Mais il y a lieu à une réflexion, sans aller jusqu'à faire un constat d'échec et dire on laisse tomber, chacun fait son chemin tranquillement, le Bénin fait son chemin. Non, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si je peux enclencher avec une préoccupation nationale relativement à la nomination des conseillers, des ministres conseillers, qui, de mon point de vue, et cet avis est partagé par beaucoup de conseillers, déroge à une dynamique que vous aviez impulsée, à savoir de collaborer avec un nombre succinct de ministres. Est-ce que vous rompez avec une dynamique de la rupture? Et sinon, quels sont les déterminants de nomination de ces ministres conseillers? D'accord. S'agit-il d'un shadow cabinet? Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, je vais répondre à la troisième question de M. Aplogan. Vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour votre confrère du golf, qui apparemment, parce qu'effectivement, quand j'allume la télé, je n'arrive plus à voir golf. Et je peine aussi, pour certaines peines aussi à ne plus voir, parce que nous avons une pluralité de médias et c'est très bien que ça continue ainsi. Mais je ne suis pas patron de la HAC. Je sais qu'il y a eu des manquements à la déontologie. Je me suis renseigné, que je ne suis pas indifférent à ce qui se passe. Je me suis renseigné et j'ai eu l'information de ce que des manquements à la déontologie ont amené la HAC à prononcer des sanctions contre ce média. Je sais aussi, j'ai vu qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle, mais je ne sais pas s'ils ont fait les recours ou si la Cour suprême ou ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les démarches qui sont en cours pour que la sanction tombe. Mais les voies de recours existent. Donc ce n'est pas au président de la République de remettre en cause la décision de la HAC. Ce n'est pas dans mon rôle et je ne le ferai jamais.
Mais j'espère que votre confrère va exercer les moyens de recours dont il dispose pour que cela se règle assez vite. Mais sinon, s'il y a des voies de grâce, je ne sais pas, je ne connais pas de détails, peut-être que ça peut être aussi une voie pour régler ce problème-là. Mais je note que c'est malheureux que depuis un temps, ce média n'est plus là, soit plus accessible aux téléspectateurs que nous sommes. Je vais espérer que ça ne va pas durer plus longtemps que ce qui se fait actuellement. Vous l'avez tous entendu, que j'ai proposé au Conseil des ministres qu'il a adopté de créer un collège des ministres conseillers. Depuis mon premier mandat et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du gouvernement. Le pays a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire. Et la vision est définie par les élus qui exposent à leur population ce qu'ils comptent faire, comment ils voient les choses, et ceux-ci leur accordent leur confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national parlementaire ou au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense de la sécurité, dans le domaine du numérique, et parfois ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique. Parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Il y a même un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ceux qui n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée, plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux États-Unis n'a pas besoin d'être un expert en la matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin, parce que tout est à construire. Là-bas, il y a une structure administrative, une superstructure qui existe, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences, parfois pour arbitrer ou parfois pour prendre une décision. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails et à faire des arbitrages même de base. Et c'est pareil, c'est pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il y a des détails que vous prenez un ministre américain de quelque chose qui ne sait pas de quoi il s'agit, parce que ça a été fait il y a si longtemps et ça devient un acquis, la question ne se pose plus. C'est pareil dans le domaine de l'électricité. Quels sont les choix technologiques qu'il faut faire en matière d'énergie? Et parfois, un ministre est amené à arbitrer. S'il n'est pas un expert, il peut se planter. Donc, nous avons besoin que les politiques qui sont doublées de casquettes techniques ou pas doublées de casquettes techniques puissent conduire l'action gouvernementale, les exécutifs, avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont pas le chapeau politique. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu quelques frustrations depuis ces deux mandats qui sont en cours, parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui ont œuvré à conquérir le pouvoir. Ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc quelqu'un met en œuvre une stratégie sans avoir le devoir de reddition de compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment, où nous avons dit que, au-delà de l'action de certains ministres, même que ce sont politiques, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut
pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision ou par rapport même à l'avenir. Donc il serait bien que les ministres soient doublés de personnalités, de compétences, mais ayant un chapeau politique. Des gens qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont une vision plus holistique, plus globale, ont une vision, une profondeur plus accrue que celui qui a la tête dans le guidon, pour accompagner, corriger et définir même avec celui-ci ce qu'il faut faire. Dans la tâche, je le vois bien. Moi, parfois, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de m'occuper des questions politiques. Et ça me pose des préjudices. Parce qu'il y a tellement à faire que je n'ai pas l'occasion d'avoir les contacts, les discussions, les débats techniques qu'il faut avec les politiques pour corriger mon action. Il est impératif que ceux qui ont la tête dans le guidon aient aussi à leur côté des conseillers, à leur côté des gens qui portent la vision, qui connaissent les réalités du terrain, qui peuvent apporter les recommandations qu'il faut, relayer à ceux-ci ce qui est plus pertinent pour ajuster les choix et même faire le suivi de l'action gouvernementale sans avoir la tête dans le guidon. C'est ce qui a conduit à la mise en place de ce collège qui, pour le moment, on n'a pas encore pourvu aux diverses fonctions qui sont prévues là-dedans, mais ceux qui y seront les guides et faire le suivi de ceux qui sont en tête dans le guidon au quotidien. Voilà l'esprit. Mais ce sont les partis politiques qui devront pourvoir à ces nominations-là parce que c'est l'action politique qu'on voudrait remettre au centre des choses pour déterminer, conduire, définir et faire le suivi de l'action exécutive. Merci. J'ai deux questions. La première concernant le Niger. Je reviens toujours sur la question de la fermeture de frontières avec le Niger. Vous n'avez pas totalement répondu en ce qui concerne l'ouverture de la frontière. Quand est-ce que vous pensez pouvoir l'ouvrir? Parce qu'au même moment où c'est fermé chez nous, les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leurs marchandises par le Togo, puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'État. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation, vu que les Nigériens aussi disent, puisque les Togolais les ont aidés, qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin? Ma deuxième question sera purement politique, à l'intérieur politique béninoise. Vous avez, au cours d'une interview accordée à nos confrères de la presse de l'ORTB, parlé de votre ami Olivier Bokor quant à sa candidature, les mouvements qui s'observaient sur le terrain. On remarque cette fois-ci qu'il y a des groupes qui se créent pour un autre de vos conseillers, Johannes Dayan, sans oublier aussi le ministre des Finances qui a des ambitions. Est-ce que vous ne serez pas dans l'embarras de choix pour choisir votre successeur? Comment vous comptez vous y prendre? Merci, Monsieur le Président. Quel conseil vous me donneriez, vous, sur le Niger? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CEDEAO et de l'UMOA, n'est-ce pas? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel est le conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté, de l'UMOA ou de la CEDEAO? Quel est votre conseil? Moi, j'éprouve beaucoup de peine voir ce qui se passe au Niger, au Bénin. Il y a beaucoup d'acteurs économiques béninois qui souffrent de ça. Et le peuple nigérien souffre beaucoup de cela. Chaque jour, chaque matin, ma prière est que ça se règle, qu'on trouve au sein de la communauté une solution rapide. Parce que nous subissons, nous aussi. Alors, donnez-moi votre conseil. Et je ne dirais pas que je vais vous suivre, mais je tiendrai compte de ça. Quel est votre conseil? Monsieur le Président, moi je suis à Parakou. Oui, je suis à Parakou. Oui. Où il y a beaucoup de transporteurs qui souffrent de cette situation. Donc pour moi, avec l'inefficacité de cette décision, vu que tout passe par le Togo, l'idéal serait peut-être de prendre langue avec les autorités nigériennes et d'ouvrir les frontières pour permettre aux Béninois, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui souffrent, vous venez de le dire, il faut aussi que nous aussi on arrive à... Quel est votre conseil? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris langue, non? Que je parle avec eux, non? Je vous ai dit ça. Bah, mais aujourd'hui, alors. La CEDEAO et l'UMOA n'ont pas encore décidé de lever les sanctions. L'UMOA n'a pas décidé, la CEDEAO n'a pas décidé. Nous subissons des préjudices graves, nous aussi. Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas non, j'ai pas les dit décisions. Ça. C'est de voir les intérêts
du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions? Et là, vous pouvez Mais j'ai dit la prendre même une chose. décision. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO ou du LEMOA, en raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça? D'accord. Vous voyez, oui, monsieur Sounoubou. Par des intérêts du Bénin, justement, vous fassiez pression sur vos pairs pour qu'une décision, justement, en faveur de l'ouverture rapide des frontières ait été prise. Parce que vous-même, Merci. vous êtes plein de la durée par trop de ces sanctions qui ont pénalisé plus le peuple que, justement, ces dirigeants-là. Merci. Et c'est ce que je fais déjà. Bon, je n'ai pas dit, lisez entre les lignes, comprenez entre les mots, ce qui est dit à moitié, peut-être compris entièrement. Mais je n'ai pas à vous dire là, qui suis-je, moi, pour faire pression sur les présidents des autres pays et le dire que je fais pression sur les présidents, que je plaide. J'ai tout à l'heure le mot plaider. J'ai utilisé le mot plaider, et c'est mon rôle ça. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur qui que ce soit, mais je peux plaider. C'est ce que je fais déjà d'ailleurs. Et je vais espérer, je l'ai dit tout à l'heure, lisez ça entre les lignes, il a dit que j'espère que ça va se faire très vite, qu'on va prendre une décision. Mais le Bénin n'est plus du genre à ne pas respecter, même à l'intérieur de notre pays. Si chacun de vous, chacun doit, au gré de son intérêt, ne pas respecter les règles de la communauté béninoise, est-ce que ce serait bien? Vous voulez que moi je vous dise que le Bénin ne respectera pas, en cause de ses intérêts, les prescriptions de notre communauté commune? Alors demain vous me direz, Monsieur le Président, cause de mes intérêts, moi, en raison de mes intérêts propres, je ne veux plus respecter une telle disposition, une telle règle du Bénin. Et vous aurez raison, puisque moi, je donne l'exemple. Mais moi, je ne suis pas le Togo, je ne suis pas le président du Togo. Le Bénin n'est pas le Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas. C'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, le Togo respecte. La deuxième question, c'était quoi déjà? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le temps de travailler pour le pays et de parler de cette question au moment opportun? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le moment viendra où cela va être un débat. Comme je l'ai dit, je pense que le délai raisonnable, c'est environ 6 mois avant. Alors que mes amis, mes collaborateurs, mes proches veulent être candidats, c'est légitime. Que la plupart d'entre vous ici veuillent être candidats, c'est légitime. Mais au moment opportun, je ferai le choix de celui que je vais soutenir, celui pour qui je vais voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin, qui va être loyal au Bénin et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, que, en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe et que si jamais j'ai fait quelque chose ou les miens ont fait quelque chose dont tu dois rendre compte, qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'on va construire le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre ou Poxa, mon frère et consort, je veux le moment opportun, si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Alors ne faites pas de soucis pour moi. Merci. Donc là, Mabalo, Eden TV. Monsieur le Président de la République, une question d'ordre social. Social parce que nous avons tous suivi que plusieurs agents de l'État ont été mis à la retraite d'office. Et parmi eux, il y en a qui ont même connu des accidents cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Certainement, Monsieur le Président. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu au choix des agents qui ont été mis d'office à la retraite? Est-ce qu'on a pensé à leur avenir? Est-ce que ce n'est pas une décision qui crée un problème sérieux dans la République? Je vous remercie. En fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est un problème de revenus, non? Est-ce que ce n'est pas surtout ça? Parce que j'ai entendu, je regarde les médias, je lis beaucoup, tout ce qui se dit. J'ai noté que mes concitoyens, beaucoup sur les médias disent, mais comment on peut, quand on va à la retraite, on prend le temps de le préparer? Comment du jour au lendemain, quelqu'un perd son salaire et devient un pensionnaire de l'État? C'est-à-dire, au lieu de toucher son salaire, il touche une pension qui n'est jamais égale au salaire. Donc il y a une perte de revenus brutale. C'est bien cela.
Mais j'espère au moins que tout le monde comprend que la pension sera payée immédiatement. Mais que malheureusement, la pension n'est jamais égale au salaire qu'on a jusqu'à la veille de son départ. Donc il y a un différentiel qui constitue une chute de revenus pour celui qui va aller brutalement sans y être préparé. Donc, je vais d'abord répondre à la question primordiale, celle qui concerne la chute de revenus, avant de parler de critères dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez lu le décret? Quelqu'un a lu ici le décret qui organise les mises à la retraite d'office? Je crois que c'est sur le site du gouvernement. Nous avons besoin de construire notre pays tous ensemble. Je viendrai sur les critères. Mais c'est bien que quand on évoque les dommages, les préjudices qui naissent d'une situation, qu'on restitue les choses exactement telles qu'elles sont. Quand vous avez parlé, celui qui va vous écouter ne va pas comprendre que pendant 1 an, il n'y a aucune perte de revenus. Ce n'est pas seulement 1 an, c'est 2 ans. Donc vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Et c'est ça votre rôle en principe. Vous devez bien lire, comprendre, avant de remuer les cendres et puis interpeller les uns et les autres. Je ne donne pas de leçons, mais je note que chacun, parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de faire la critique juste. Pendant 2 ans, il n'y a pas de perte de revenus. Voilà un modèle qu'on a mis en place où quelqu'un va à la retraite, commence à toucher sa pension immédiatement, mais tous les mois reçoit une compensation financière qui ajuste. Si la personne avait 300 000 francs de salaire mensuel, il va à la retraite. Et la personne touche 200 000 de pension mensuelle pour un salaire mensuel qui était de 300 000. Pendant les 2 premières années, il est chez lui, il touche sa pension normale, mais il perçoit 100 000 francs. Le complément, la différence, on lui est payé tous les mois. Donc pendant 2 ans, il peut faire autre chose. Il peut faire des affaires, du business, faire tout ce qu'il veut, il touche sa pension et il n'a pas de perte de revenus. Est-ce que ce n'est pas à saluer? On viendra sur les critères pour voir le bien fondé de la décision. Mais en termes de modèle, pendant 2 ans, si vous êtes à 3 ans de la retraite, si vous êtes à 4 ans de la retraite, au moins pendant les 2 premières années, vous avez votre revenu plein que vous touchez tout en étant à la maison. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Mais pendant le temps qui reste, s'il n'y avait pas eu mise à la retraite d'office, j'irai à la retraite dans 4 ans. Pendant 2 ans, ils ont le plein. Pendant les 2 ans restants, ils ont la moitié. S'il reste 20 ans à quelqu'un, je crois qu'il n'y a personne à qui il reste 20 ans, personne. C'est une caricature. Prenons l'exemple où quelqu'un, pendant 20 ans, il lui reste 20 ans pour la retraite normale. Si pendant 2 ans, il touche le revenu plein, les 18 années qui restent, il va toucher la moitié des pertes de revenus plus sa pension. Du perte de revenus plus sa pension. Mais c'est extraordinaire. Pour autant que la mise à la retraite soit pertinente. Mais en termes financiers, moi je n'ai vu dans aucun pays un État faire ça. Quand même, la mise à la retraite d'office n'est pas quelque chose que le Bénin a inventé. C'est pour vous dire, chers amis, que tous ceux qui sont concernés auront un traitement particulier de sorte que personne n'ait une chute de revenus, une baisse de revenus pendant les 2 ans qui vont suivre la mise à la retraite d'office. Personne. Tout le monde va toucher son plein revenu en complément, c'est-à-dire de sorte que la pension soit complétée par une prime qui rétablit ses revenus. Et le reste de la période durant laquelle la personne aurait pu travailler s'il n'était pas mise à la retraite d'office, la personne aura la moitié, plus sa pension. De ce gap-là, plus sa pension. Et je voudrais que vous relayez la chose, que vous expliquez ça bien aux gens. J'ai entendu, la rentrée scolaire va venir bientôt. Comment voulez-vous que les gens payent la rentrée scolaire alors qu'ils n'ont pas prévu ça? C'est subite. Ce n'est pas vrai. La personne n'a pas de perte de revenus. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Voilà un pays dans lequel nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de sécurité, de terrorisme. On a besoin, vous savez, on n'envoie pas n'importe qui au front sur les lignes
de frontières. C'est des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier, un sous-officier qui a 40 ans, 50 ans au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être alerte, agile pour faire face aux problèmes que nous avons. Donc, nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes, pour constituer notre force, notre réelle force de sécurité, de défense, avec un niveau de commandement. Les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont à un certain âge, commandent les jeunes. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide des forces de sécurité et de défense. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes qui sont forts, vaillants, agiles, qui ont encore la force de l'âge pour être dans les quartiers, pour rester au soleil. Vous ne mettez pas quelqu'un de 50 ou 60 ans au soleil pour réguler la circulation, pour poursuivre un voyou. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes. Et en fonction de ce nombre-là, on détermine il faut combien pour le commandement. Donc le nombre du personnel de commandement est fonction du nombre de personnes à commander. Si dans une entreprise qui fait le nettoyage ici, il faut des gens agiles, capables de se baisser pour nettoyer le sol, et il faut après des contrôleurs superviseurs, et nous avons 10 agents techniques de sol, et nous avons 20 personnes pour les commander. Est-ce que ça a du sens? Le travail, c'est celui qui est destiné aux jeunes, à ceux qui sont dans la force de l'âge. Au Bénin, nous avons une pyramide qu'on appelle pyramide inversée, où il y a plus de commandants, il y a plus de gens au commandement que de personnes à commander. Et nous avons dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut recruter du monde, les former. C'est qui est en cours, vous le savez très bien, que nous sommes en train de recruter beaucoup de jeunes. Il faut les recruter, il faut les former. Et il faut maintenant que le nombre de personnes à commander soit conforme au ratio qu'on applique dans ces cas-là. Je vais donner un exemple terre à terre. Un commissariat ne peut être commandé que par un commissaire de police. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 2 commissaires dans un même commissariat. Si nous avons, 300 commissariats au Bénin, il faut combien de commissaires? 300 commissaires. Si on en a 350, les autres seront dans l'administration centrale, dans la direction départementale de la police, dans la direction générale de la police. Donc on va les répartir pour qu'ils concourent à la gouvernance globale. Mais supposons que nous ayons 500 commissaires pour 300 commissariats. On a placé les 300, il y a 200 autres. Dans la direction départementale et centrale, on a besoin que d'une cinquantaine. Ça fait 350. Il reste 150 qui n'ont rien à faire. Et beaucoup de ces fois sont à la maison. Ils ne font rien. Et la gouvernance d'un pays requiert que chaque corps ait le nombre nécessaire correspondant au ratio prescrit pour une bonne gouvernance. Alors, si les gens sont à la maison, ne servent à rien, est-ce que notre rôle, ce n'est pas de structurer de sorte à ce que le corps soit conforme aux prescriptions, aux règles, aux ratios, et que ceux-là qui ne servent, qu'on a malheureusement dans notre histoire, on a amené contrairement aux règles, aux ratios, qu'on ait le courage de dire bon, il faut restructurer, il faut ramener le corps de la police, de l'armée, aux ratios qui sont conformes au bon fonctionnement de la police et de la gendarmerie. C'est mauvais d'avoir aussi des gens qui sont dans les corps et au commandement, qui ne font rien mais qui sont frustrés, ou bien alors qu'on double sur les postes. On les double, on les triple. Là, on a besoin d'une personne, on met 3-4 personnes. Ça porte préjudice au bon fonctionnement. Donc, on sort certains. Mais nous disons, bien que nous soyons en train de faire des réformes pour que le Bénin fonctionne mieux, pour que les corps fonctionnent mieux, il ne faut pas que ça cause trop de préjudice. Et c'est pour ça que nous avons dit, certains, ce n'est pas leur faute. C'est le pays qui a fonctionné comme ça pendant 30, 40, 50 ans. Jusqu'à récemment encore. On recrute qui on veut, même si le besoin n'existe pas. Ce n'est pas leur faute. On dit, bon, on va dégraisser pour avoir quelque chose de plus efficace. Mais au même moment, on va donner les moyens aux associés pour qu'ils ne payent pas seuls le prix. C'est pour ça qu'on a mis en place ces mesures d'accompagnement financières pour qu'ils ne subissent pas
de manière trop grave les préjudices de notre faute commune. Nous avons tous fauté, mais forcément, pour réparer, il y en a qui vont payer. Mais ceux-là nous accompagnent financièrement. Mais ce qui nous permet d'avoir une pyramide normale, d'avoir un commandement normal, fonctionnel, efficace. Pour que notre armée, moi j'ai l'ambition que partout dans nos villes, les gens puissent sortir à minuit, 1h du matin, 5h du matin, être tranquilles. Que les gens puissent circuler librement. Que bientôt, que plus personne ne dépasse pas la droite sur nos voies. Que personne ne brûle les feux. Et pour ça, il faut du monde. Il faut des jeunes. Il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire. Et nous sommes en train de recruter pour satisfaire ces besoins-là. Mais il faudrait que ce soit dans un corps sain. Le corps de la police et de l'armée doit être sain. Donc, avec une pyramide normale, les ratios normaux et un commandement efficace. C'est pour ça que nous avons fait les calculs et nous avons sorti les ratios. Et tout le monde le sait que pour 1000 militaires, il faut combien de sous-officiers, combien de sous-officiers, combien de sous-officiers supérieurs. Tout ça est connu. Donc, c'est en appliquant la pyramide et les ratios recommandés qu'il faut sortir des gens. Alors, on a regardé. Moi, je ne suis pas militaire, mais je suis le chef de l'armée. On a regardé, j'ai mis une commission en place pour identifier qui commence à avoir des insuffisances au niveau physique, qui commence à avoir des insuffisances au niveau santé, qui, dans les notations, a moins de mérite que d'autres. Vous savez aussi que, je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de problème physique qu'on sort, mais qui sont moins disponibles. Qui, depuis quelque temps, n'a plus été au commandement. Ce n'est pas sa faute, mais c'est le sort. Et qui, depuis des années, a perdu la main. S'il y a deux, dont l'un est au commandement. Il a la chance d'être au commandement, nommé au commandement, et il joue dans son rôle. Il y a un autre, pareil que lui, même gradé qu'on sort, mais lui, depuis 3 ans, il est à la maison. Malheureusement. Je ne sais pas pour quelle raison. S'il ne doit partir entre les deux, c'est qui? Il y a des choix difficiles, il faut faire ces choix-là. Celui qui est actif, qui est dans le mouvement, comme on dit, si quelqu'un doit partir, lui, il est préservé. C'est celui qui, depuis 2 ou 3 ans, est désactivé, qui malheureusement va partir. Donc, c'est des choix difficiles, pénibles, que les responsables font avec beaucoup de souffrance, mais qui sont nécessaires pour la bonne marche du pays. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Si on veut tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses, nos souffrances, on veut tout préserver, le Bénin ne se développera jamais. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts que nous. Ce n'est pas avec plaisir, ça fait longtemps qu'il fallait le faire. Ce n'est pas un plaisir pour moi de dépenser l'argent de l'État pour payer des gens à la maison. Ce n'est pas un plaisir pour moi d'envoyer des pères de famille à la retraite d'office parce que je sais très bien que celui qui va à la retraite, c'est comme s'il était en déchéance. Mais ce n'est pas le cas. Aucun dirigeant ne peut faire ces choses-là avec plaisir. Ça n'existe pas. Tout le monde veut plaire. Moi qui suis, j'aime plaire aussi, j'aime plaire. Je voudrais plaire à tout le monde. Je voudrais plaire à mes concitoyens, aux uns aux autres. Que quand je passe, on dit, oh, il est gentil, il est beau, il est ceci, il est ceci, on va m'embrasser, on va me dire merci, comme ça. J'aimerais pas que quand je passe, on me dise, regardez-moi ce méchant-là. J'aimerais pas ça. Je ne suis pas maso. Qui n'est pas sensible à l'amour des autres? Qui n'est pas sensible à ça? Mais notez bien que j'aime plaire moi aussi. Et je voudrais bien plaire à tous mes concitoyens si je pouvais le faire. Mais ce serait contraire à la mission qu'on m'avait confiée. Parce que je ne m'avais pas élu pour plaire. On m'avait élu pour régler les problèmes qui se posent au Bénin. Y compris même les problèmes difficiles. Y compris les réformes difficiles. C'est ce plaire-là qui m'observe, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir observer à la fin. Ce fut dur pour lui, mais il a essayé. Ce fut compliqué pour lui, mais il a essayé. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a jeté la pierre, mais à la fin on va dire quand même chapeau. Donc je fais un sale boulot. C'est le sale job, je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Merci.